Alors, deuxième vidéo sur notre série sur le DevOps, le cloud, la containerisation et la CI/CD. Et la dernière fois, on a fait un peu le tour d'horizon du DevOps, ce qui va être un peu notre leitmotiv, notre objectif de produire plus de valeur. Et on a vu que pour produire plus de valeur, il allait nous falloir certes de la méthode, mais surtout aussi des outils et des technologies qui vont nous aider. Et avant de rentrer plus sur les aspects méthodologiques, il va falloir forcément regarder le sujet technologique. Donc, euh, notre objectif, ça va être de regarder en premier le cloud, de regarder les concepts, un peu d'histoire du cloud et puis un petit peu sur les acteurs du cloud. J'ai un autre cycle de vidéos, une autre série sur lequel j'ai fait une vidéo assez détaillée sur les enjeux du cloud. Je vous encourage d'aller la regarder parce qu'elle va être sûrement plus complète que ce que je vais adresser ici. L'objectif de ce cycle de vidéos va être d'être beaucoup plus sur les détails techniques, sur rentrer plus en profondeur sur les technologies, mais du coup, sur la partie un peu enjeu du cloud, il y aura une vidéo qui sera nettement plus intéressante dans le cycle autour de l'open source. Donc, on revient sur le chemin qu'on avait regardé ensemble, et puis bah, cette fois-ci, étape par étape, on va essayer de le suivre. Donc là, on vient de passer à l'étape 2 et on va parler cloud. D'accord? On va parler cloud en général. Donc, souvent, l'habitude, quand on commence à parler du cloud, on veut introduire les différents niveaux de cloud. Ces différents niveaux de cloud, on va le voir, on-premise, IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS. Pour le moment, je ne vais même pas les expliquer, les acronymes. On va tout de suite partir sur une analogie. Et puis l'analogie, c'est de se dire, j'ai envie de me faire une bouffe avec des potes et on a envie de se faire des pizzas. La première approche, c'est de se dire, je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même, depuis la pâte, dans ma propre cuisine, je fais tout à la maison. Et en gros, j'ai tout à faire, préparer la pâte, ajouter les ingrédients, cuire la pizza, faire les courses, préparer la table, inviter les amis. Et enfin, une fois que tout le monde est à la maison, on se fait notre bonne bouffe. On va avoir une première étape, ça va être de se dire, j'achète une pâte toute faite. Voilà, du coup, j'ai déjà la pâte toute faite, j'ai gagné un peu de temps. Ensuite, l'étape bon, en tout cas, ça reste quand même faire de la pizza soi-même, d'accord? Donc là, on est toujours sur une problématique où je suis en train de faire une grosse partie de la mise en œuvre de mon objectif de manger une pizza. J'en porte une énorme partie. On va avoir une étape qui va arriver qui est en gros de se dire, je fais toujours ça chez moi. Je fais toujours des courses avec des boissons, des trucs en plus pour qu'on en profite un peu. Mais par contre, je m'achète une pizza toute faite et j'ai plus qu'à la cuire à la maison. J'ai toujours besoin de l'infrastructure, un peu de ma cuisine. J'ai toujours besoin de ma cuisine pour cuire ma pizza. Étape suivante, je vais chercher ma pizza au camion. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un camion qui est près de chez moi, qui est régulièrement à côté de chez moi. Je fais des courses pour avoir les boissons, comme ça, mais j'ai plus besoin de la cuisine. Je vais au camion, la cuisine, la pizza, elle est toute prête. Donc je vais rentrer chez moi, les potes seront à la maison, où on aura tous été au camion chercher la pizza, et hop, on mange tous notre pizza qu'on a commandée. L'étape suivante, c'est encore plus feignant. C'est-à-dire tout le monde est à la maison, j'ai préparé les boissons, on est en train de prendre l'apéro, et là, j'avais anticipé, j'avais appelé le livreur, et puis il arrive, il nous pose les pizzas à la porte comme ça, je lui donne le billet, et puis rouler jeunesse, on fout tout ça sur la table et on mange peinard. Et puis enfin, la dernière étape, c'est d'aller au restaurant, et puis là, on n'a plus rien à faire, j'ai même pas besoin d'avoir à préparer quoi que ce soit, je pose mes pieds sous la table. Donc le on-prem, c'est quand vous hébergez les serveurs chez vous, que vous installez tout par vous-même et ainsi de suite, et qu'en plus vous n'avez pas forcément le bénéfice de la virtualisation. Ce qu'on appelle l'infrastructure as a service. Potentiellement, ça peut être sur vos propres infrastructures, mais ça peut aussi être du IaaS que vous avez sur un cloud public. Mais en gros, vous avez toujours la nécessité, vous, de construire quelque chose, de construire de l'infrastructure. On le verra, ça va être construire des load balancers, des serveurs et ainsi de suite. On va devoir gérer tous les éléments de compute nécessaires à l'application. Ensuite, le CAS, c'est une étape qui va déjà être le fruit de la containerisation. Et cette fois-ci, on va se contenter de venir poser des containers sur notre infrastructure. Enfin, le platform as a service, là, on va avoir
beaucoup de préfabriqués. On y rentrera plus en détail, mais en gros, on aura des composants préfabriqués qu'on va pouvoir faire tourner sur des infrastructures sur lesquelles on va consommer des services de back-end, des services de base de données et ainsi de suite. Et puis après, on a le function as a service ou les lambda services. Il y aura plein de façons de nommer ça en fonction des. On retrouve ça beaucoup plus chez les hyperscalers, chez les fournisseurs publics de solutions cloud. Et puis enfin, le software as a service, bah, vous en faites sans le savoir, hein. Dès que vous utilisez une application qui est fournie sur Internet, qui est fournie par un tiers extérieur, et que vous avez juste à y mettre vos données, bah, vous faites du software as a service. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une partie bleue, ça va être la nécessité de gérer de l'infrastructure. Une partie orange, ça va être le monde du serverless. Et en gros, on va plus avoir besoin de gérer l'infrastructure et on va se contenter de venir poser notre application. Et puis, en gros, la partie verte, c'est la partie consommation du service. Donc, si je le regarde cette fois-ci avec du vocabulaire beaucoup plus proche du cloud, donc on reprend, hein. On-prem, je dois m'occuper du réseau, du stockage, du compute. Je dois poser mon application. Si je veux quand même faire du container, il faut que je pose mon runtime de container, que je pose mes containers, que dans ces containers, j'ai mon runtime d'application et enfin, je pose mes datas dessus. Sur du IaaS, la seule chose que je vais avoir, c'est la capacité de pouvoir rapidement construire de l'infrastructure sans avoir à la câbler, sans avoir à la raquer et ainsi de suite, à gérer l'aspect matériel de l'infrastructure. Et ce bénéfice, je vais l'avoir à la fois sur le IaaS et sur le CaaS. La grosse différence, c'est que sur du IaaS, bah, va falloir que je pose tout depuis le stockage, le compute, ça va être du compute et du stockage as a service, mais malgré tout, il va falloir que je l'instancie. Il me faudra de l'infrastructure as code un peu plus poussée pour pouvoir le faire ou le faire depuis des interfaces de mon provider IaaS ou de ma solution IaaS privée. Et puis à la fin, mon container, mon runtime, mes data. Je dois en plus, effectivement, sur cette couche-là, gérer l'OS. Alors la couche casse, c'est un peu particulier. Soit je fais du casse dédié, ça veut dire qu'effectivement, bah, je m'appuie quand même sur ma couche de virtualisation, mais qui est déjà en place, sur lequel je vais mettre des OS et que je vais moi-même construire mon propre casse dédié. Mais finalement, c'est presque le même enjeu que le IaaS, d'accord? Ou alors je suis sur du casse mutualisé. Et cette fois-ci, l'OS est déjà mis à disposition, le runtime et l'orchestrateur de containers, on le verra plus tard, on va rentrer dans les détails de tout ça, est déjà en place et je vais juste avoir à venir poser mes containers avec mon runtime d'application et mes données. Le platform as a service, j'ai mis container, mais c'est un container en plus préfabriqué. On va poser ce container préfabriqué, on va exploiter des services back-end. On reviendra en détail hein, sur ce que ça veut dire. Et donc ce container, il est préfabriqué avec le runtime d'application. Donc je vais juste lui donner mon code et va se débrouiller avec ça. Function as a service, je donne mon code. Point barre. Alors ça a des limites, hein. Et puis la dernière partie, la partie de SaaS, c'est la dernière fois que j'en traite. On ne va pas parler dans ce cycle de vidéo de la partie SaaS, ni de la partie Function as a Service d'ailleurs, ou peut-être de façon anecdotique. On va regarder la partie base de mon slide. Donc effectivement, hein, quand on est on-prem et IaaS, on est op-centrique. D'accord? On fournit, on reçoit, si on consomme ce service, encore une fois, si c'est formulé as a service, on a la nécessité de. Alors on-prem, il n'y a même pas de service, hein, tu te débrouilles et tu fais ça et tu racks tes machines toi-même. Par contre, sur du IaaS, ça reste de l'infrastructure, mais donc c'est de l'op-centrique, mais on le consomme as a service. À partir du CaaS, du PaaS et du FaaS, on est dev-centrique, c'est-à-dire c'est beaucoup plus, alors du CaaS dédié pour le coup, hein, du CaaS managé. On est beaucoup plus orienté du point de vue du développeur en lui disant tu t'occupes pas de l'infrastructure, viens poser ta matière et je m'en occupe. Et puis forcément, le software as a service, on est ce qu'on appelle user-centrique. Là, c'est directement un service à la destination de l'utilisateur. Alors, j'ai fait un slide qui est volontairement un peu complexe, un peu touchy dès le début pour vous montrer que on va devoir parler de plein d'enjeux différents. Notre objectif, on va l'illustrer, hein, pour faire du DevOps, il va falloir faire des choses en CI/CD. Alors avec des outils comme GitLab, on va devoir faire des choix entre le cloud public et le cloud privé.
On va commencer à pouvoir faire des choses malgré tout à partir du on-prem, hein. On peut commencer à déployer du logiciel on-prem avec Ansible, avec Chef, avec des outils d'automatisation. On va même pouvoir potentiellement déjà faire de la containerisation. On peut même potentiellement décider sur du on-prem de venir fabriquer ses clusters Kubernetes et ainsi de suite. Clairement, enfin, c'est pas forcément ce qu'on va illustrer. Euh, et puis après, on va commencer à regarder déjà au niveau IaaS. Donc si on regarde au niveau IaaS, on peut faire du cloud privé ou du cloud public, d'accord? Et puis bah là, on va potentiellement pouvoir construire notre infrastructure avec Chef et Ansible. On peut le faire, alors avec Chef pas forcément, mais avec Ansible, on peut faire de l'infrastructure as code. On va plutôt utiliser, alors ici on est sur UltraGreen, donc on va parler open source, hein. On va plutôt utiliser un OpenTofu, qui est un fork de Terraform, hein, parce que Terraform était open source et puis il est plus maintenant complètement open source, donc j'ai préféré vous parler d'OpenTofu. Et puis on va pouvoir construire sur de l'infrastructure OpenStack. Alors oui, on peut le faire sur du VMware, hein, ça reste pas trop open source. Et puis on va pouvoir effectivement venir poser nos runtime de containerisation, Podman, Docker. On les regardera bien en détail, hein, ces runtime, ces fameux runtime, ce qui nous permet d'exécuter du container. Puis pareil, on va pouvoir aller se monter du container as a service avec du Chef, de l'Ansible. On va voir des outils comme, on va pas forcément les mettre en œuvre, mais on va en parler, hein, d'outils comme Helm, hein, qui va nous faciliter la vie pour manager des applications déployées sur un cluster Kubernetes. On va entendre parler de Kubernetes, de Rancher, de Docker. Et puis dans le platform as a service, on pourrait déployer du Cloud Foundry, de l'OpenShift. Maintenant, on regarde le sujet par le côté cloud public. Et puis bah là, l'infrastructure as code va être la clé de voûte. Tout ce qu'on va aller construire, depuis le IaaS, le CAS ou le PaaS, on va le construire par de l'infrastructure as code avec du Terraform de l'OpenTofu. Donc ça va commencer par des services comme on peut utiliser tout ce que les hyperscalers proposent. Alors sur la partie cloud, en IaaS, on a encore des solutions franco-françaises, des services de cloud. Il y a par exemple OVH, hein, qui permettent de faire du VPS si vous voulez l'utiliser. C'est des services qui sont utilisables. Il y en a d'autres, hein, je n'ai pas cherché à être exhaustif. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'effectivement, dès que vous allez vouloir utiliser des services de plus en plus raffinés, CAS, PaaS, bah là, on va commencer à avoir une réponse qui va se limiter aux hyperscalers. Alors, pas forcément sur le pass, où là, il y a d'autres alternatives. Il y a par exemple Heroku. Mais clairement, bah voilà, on arrive sur la prédominance des hyperscalers. Je vous engage à aller regarder ma vidéo sur le sujet dans le cycle autour de l'open source. Alors, on va à la fois faire de l'archéologie, puis pas complètement. Ce que j'ai voulu faire, c'est repartir de- du déploiement d'une application, d'une mise en œuvre et de regarder comment les patterns ont évolué. Je ne l'ai pas forcément fait avec les technologies les plus datées, on verra, hein, mais avec se dire finalement, si je regarde que je voulais déployer une application sur le serveur physique, à l'époque, j'aurais utilisé du shell, hein, pour déployer sur un proxy Apache. Alors là, dire que c'est pas un peu daté, ça dépendra des opinions des uns et des autres. Et puis, bah, par exemple, je faisais pas forcément des super patterns. Je faisais une application où la différenciation front-end back-end n'était pas suffisamment découpée avec un langage stable pour le coup, avec PHP par exemple, mais j'avais très bien pu commencer à me dire tiens j'utilise une base Mongo, alors espérons que j'ai fait les choses comme il faut avec un ORM, enfin un ODM pour le coup, un Object Document Mapping, et espérons que j'ai fait les choses comme il fallait. Par contre j'étais obligé de déployer mon propre Mongo sur mes serveurs, sur mon ou mes serveurs, si j'essayais quand même de faire des choses un peu scalables. Je devais gérer moi-même mon propre storage, et le storage finalement c'était le stockage physique de mon serveur. Et puis, si je voulais faire de l'asynchronisme, des patterns asynchrones, du batch, des pratiques qu'on va voir qui ne sont plus tout à fait des bonnes pratiques dans le cloud, j'avais Cron, j'avais des outils d'ordonnancement, il en existe plein, plus ou moins open source ou propriétaires. Et puis, bah, je pouvais faire du transfert de fichiers avec SFTP, avec ce genre de produits, et ainsi de suite. Quoi qu'il arrive, je construisais sur de l'infrastructure physique. Donc, première évolution,
C'est de se dire, j'arrive au monde de la virtualisation. Et j'ai pris un parti pris de se dire qu'à partir de là, on va quand même introduire l'intégration continue, pardon, et la pratique de CI/CD. Et donc, bah, j'ai introduit Ansible en disant dans mon pipeline d'intégration continue, j'ai un autre pipeline qui va me permettre de gérer donc sur ma Forge, pardon, sur ma plateforme d'intégration continue, j'ai un autre pipeline qui va me permettre de déployer. Un qui va builder mon application ou qui va la tester et un qui va la déployer. Et donc j'utilise Ansible. Et puis bah là, bon, j'ai vu que le marché avait un peu changé. Nginx, c'est sympa, donc je vais mettre en place un serveur, un proxy ou un serveur HTTP Nginx. Bah, j'ai fait un petit peu ma transition pour faire les choses avec une application front-end en Node.js, Angular, Vue.js, React.js, ou encore mieux, plus élégant avec Svelte ou des choses comme ça. Et puis, bah, par contre, j'ai besoin de quelque chose de compilé un peu plus solide, un peu plus rock solide sur le back-end. Et puis, bah, je peux faire du Go. Je peux faire plein d'autres choses, hein. Je peux faire du Rust, je peux faire pas mal de choses. Et puis, bah, finalement, par contre, sur le reste, bah, je dois continuer à déployer mon application, ma base de données. Je dois toujours aller faire du stateful sur mon système de fichiers. Ça reste une mauvaise pratique. Je continue à faire des traitements asynchrones, SFTP, tout pareil, sauf que là, je produis sur une VM. On continue. Et là, je vais commencer à introduire la containerisation. Je vais le faire avec Docker. Et vous allez voir dans les autres vidéos, on va commencer progressivement la containerisation avec Docker. Et puis on va faire ensuite du Docker, Docker Compose, du Docker Swarm. On va aller un peu plus loin, on va les illustrer, hein, ces patterns. Quoi qu'il arrive, bah, même si je fais du Docker standalone, c'est-à-dire je déploie Docker sur une seule machine, pas en cluster, bah, je vais pouvoir potentiellement le piloter avec Ansible dans ma chaîne d'intégration continue. Je vais pouvoir potentiellement faire une unité systemd pour pouvoir l'arrêter, redémarrer comme si c'était un service normal de mon application. Et puis, bah, je vais commencer à introduire des choses différentes au niveau proxy. Au lieu d'utiliser Nginx sur Docker, je vais peut-être utiliser Trafic pour faire du routing, du load balancing, gérer un peu plus l'aspect dynamique de la containerisation. On va y venir. Pas de changement sur ma façon de procéder pour le front-end back-end. Bah, Node.js Go, ça va nous suivre pratiquement jusqu'à la fin. Et puis par contre, bah, pourquoi je ne déploierais pas aussi mon applicatif sous forme de container? Alors là, il faudra que je vois si effectivement je veux faire un cluster, le déployer sur plusieurs machines, mais je peux le faire. Et ça va se faire sur de la VM. Et cette VM, je vais plutôt la consommer sur de l'infrastructure as a service. Donc cette VM, on le voit en bas. Alors là, j'ai mis le logo de Terraform. Je pense que la dernière fois que vous le verrez, ça peut se faire avec du Tofu, ça peut se faire avec de l'Ansible et du Terraform. Et puis, je finis. Cette fois-ci, je vais utiliser mon système de fichiers de façon un peu particulière avec des volumes. On verra en détail ce que c'est. Et puis potentiellement, je peux commencer déjà à essayer de faire ma transition pour sortir un petit peu des patterns asynchrones, mais je reste dans le pattern asynchrone, mais je m'adapte plus au langage que j'utilise. Donc je vais utiliser GoBatch par exemple. Et puis je vais sortir du transfert de fichiers et passer dans du MQ, du middleware anti-message pour faire mes échanges interapplicatifs. Et je vais utiliser du RabbitMQ potentiellement. On continue. Cette fois-ci, je clusterise. Je passe à Docker à l'échelle et je vais déployer sur du Swarm. Je peux toujours utiliser Ansible pour déployer une stack sur un Swarm et piloter le déploiement de mon applicatif au travers de ma chaîne d'intégration continue sur du Swarm. Je vais continuer à utiliser Trafic qui va me permettre cette fois-ci de faire le load balancing en plus sur l'ensemble du cluster. Je garde les bonnes pratiques, hein, je fais du Node.js, du Go. Alors déjà, sur l'étape d'avant, j'étais tout containerisé, mais cette fois-ci, j'ai du Node.js, du Go containerisé, et puis je vais déployer mon GoDB cluster sur mon cluster Swarm. Je vais arrêter je vais arrêter de faire du stateful cette fois-ci. Je vais arrêter d'écrire sur le système de fichiers. C'est une mauvaise pratique et on va le voir que si on peut ne pas le faire sur la partie applicative, que la partie back-end, service back-end, elle l'écrive sur le système de fichiers, évidemment. Par contre, que mon applicatif le fasse, ça devient une mauvaise pratique. Et je vais donc consommer du cloud storage, des équivalents de S3, des solutions d'object storage, et il y en aura plein. Cette fois-ci, je vais essayer de sortir du pattern asynchrone pour faire des applicatifs on-demand avec de la sollicitation, de l'API et ainsi de suite, de l'aspect de traitement événementiel. Et puis, tout l'aspect synchronisation, je vais beaucoup plus m'appuyer sur le RabbitMQ, que lui aussi, je vais clusteriser. Et je vais continuer à déployer mes VM sur de l'infrastructure as a service potentiellement, même idéalement, avec de l'infrastructure as code.
L'étape suivante, c'est quasiment la même. Donc, je ne vais pas tout redétailler, mais par contre, mes bases de données, je vais les consommer comme des services. C'est-à-dire que je ne vais plus m'occuper d'avoir à déployer mon infrastructure pour la partie base de données, la partie middleware orientée message. Je vais consommer des services. On verra ce que ça veut dire. Je ne vais pas forcément le détailler ici. La transition suivante, là, elle commence à devenir très sérieuse. Cette fois-ci, je passe dans le monde de Kubernetes. Je vais venir déployer mon application sous forme de manifeste. Un manifeste, ça va être un fichier qui décrit une application, comment elle doit se lancer avec le nombre d'instances, avec les caractéristiques de lancement, les caractéristiques de montée de version, la mécanique de montée de version, en essayant de faire ce qu'on appelle du zéro downtime, arrêter de stopper l'application quand on change de version, faire de la transition progressive. Et puis, je vais potentiellement aller me déployer sur un container as a service. Il y a un service Kubernetes qui va être mis à disposition et moi je vais venir me déployer au travers de ce service. Et là, potentiellement, dans ma chaîne d'intégration continue, la seule chose que j'aurai à faire, ça sera d'appeler une commande pour piloter ce cluster, elle s'appelle kubectl, et de lui demander d'appliquer un manifeste qui, lui, va matérialiser mon application, comment elle doit se lancer, la transition, les transitions de version, tout va être dans un seul ou plusieurs fichiers de manifeste. Mais en gros, euh, tout va être défini dedans, y compris la façon d'instancier et de piloter et de solliciter les services back-end, que ce soit MongoDB as a service, au travers de ce qu'on appelle un service broker, RabbitMQ as a service, même mon cloud storage, je vais potentiellement pouvoir le piloter au travers du manifeste que je vais utiliser pour lancer mon application. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on va avoir des manifestes qui vont devenir hyper verbeux. Et ben du coup, c'est là où on va introduire Helm, qui va être en gros du manifeste préfabriqué sur lequel, au lieu d'avoir à remplir tout un gros manifeste, je vais rentrer que des extracts de variables préfabriquées pour pouvoir lancer des patterns d'applicatifs, ce qu'on appelle des blueprints ou des design patterns. Euh, Tout le reste, bah, c'est exactement pareil. Et ma dernière étape, bah, c'est le fameux container, c'est le fameux platform as a service. Et cette fois-ci, bah, je vais avoir cette même notion de manifeste, mais cette fois-ci avec quelque chose qui va être complètement préfabriqué. L'applicatif va utiliser ce qu'on appelle un build pack. Donc un build pack Node.js, un build pack Go, dans lequel il va y avoir tous les prérequis, toutes les dépendances nécessaires pour que le logiciel, on ait juste besoin de lui fournir le code et qu'il se débrouille. Et du coup, on va fournir du code, un manifeste, et la plateforme cloud va se débrouiller. Et elle va gérer, en fonction de ce qu'on a mis dans le manifeste, le scaling, la dépendance des services, et ainsi de suite. Et elle va gérer automatiquement. On va pouvoir gérer sur cette plateforme as a service les services back-end, et ainsi de suite. Donc tout le chemin qu'on va essayer de faire, ça va être un chemin qui nous emmène à la bonne pratique du cloud, et on essaiera de regarder toutes les bonnes pratiques nécessaires, toutes les règles nécessaires pour pouvoir aller sur cette cible-là. On continue un tout petit peu sur la partie cloud. On va même continuer assez largement. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder les gains qu'on va obtenir à faire ce genre de choses. La virtualisation, elle va nous apporter un certain nombre de gains. Elle va nous apporter le gain de la polyvalence. Et puis, on va commencer à avoir un petit peu d'automatisation sur la capacité à déployer, à gérer la reproductibilité. Mais disons que c'est pas l'infrastructure as a service qui va nous faire gagner de façon importante en commençant sur le cloud. À partir du CAS, là, on va avoir un container, on verra que c'est un environnement prédéployé. On va gagner sur la capacité à déployer. La reproductibilité, la transportabilité d'un container, la duplicabilité d'un container va largement nous aider. Le traitement capacitaire, on va voir qu'on peut faire de l'orchestration, et puis du traitement, on ira même sur des patterns de traitement dynamique de ce qu'on appelle de l'autoscaling sur une infrastructure de type container as a service. Et donc la scalabilité, le capacitaire, on va pouvoir aller très très loin. Le coût en run, bah, on a un orchestrateur qui va faire une grosse partie de ce que faisait un opérationnel en termes de gestion de son application. Donc ouais, on va gagner en run. En build, on va gagner aussi. Parce que une fois qu'on aura fabriqué, la capacité à déployer sur un autre environnement, ça va se limiter à dupliquer. Donc on va beaucoup avoir de bénéfices. En termes de polyvalence, est-ce qu'on peut tout mettre sur du container? Non.
Donc c'est effectivement moins polyvalent. Et puis faire tourner du progiciel, on va voir que sur un CAS, à cause des problématiques de licence, on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Donc le besoin de IaaS, il va rester. Mais on va le contenir, pardon, à l'exception. Et enfin, le PaaS, c'est un niveau de préfabrication quasi maximum, reproductibilité, capacitaire, scalabilité, tout est au maximum. Le coût de run, le build, tout est au maximum parce que, en gros, c'est complètement dev-centrique et avec un très haut niveau d'orchestration. Par contre, en polyvalence, c'est beaucoup moins important. On ne pourra même pas y faire tourner de façon systématique du container. Donc, la polyvalence, non, on va avoir un certain nombre de build packs et dès qu'on n'a pas un build pack qui remplit nos objectifs, eh ben, c'est terminé. Si on regarde effectivement en termes de bénéfices, la containerisation, on va le voir de façon très détaillée, isolation, transportabilité et duplicabilité. Et pour ce qui est du PaaS, c'est le niveau optimum de distribution, de rémédiation et d'adaptation. Mais si on sait bien se servir d'un container, et donc ça, si vous voulez, ces 6 objectifs sont valables aussi bien pour le CAS et le PaaS. Ils sont juste encore plus optimum pour le PaaS. Dès qu'on a le bénéfice de l'orchestration de containers, on a les 6 aspects que vous voyez là. Les 3 premiers, c'est un bénéfice de la containerisation, et les 3 suivants, c'est un bénéfice de l'orchestration et de la clusterisation. Alors, en gros, ça veut dire un énorme écosystème à découvrir. Cet écosystème, on va voir que effectivement, il y aura des solutions d'orchestration et de containerisation. Il y aura des solutions pour. Alors, on va voir, c'est un monde volatile, donc il va falloir peut-être se comporter différemment avec les logs, et je ne vais pas forcément aller en dire plus. On va avoir de la notion de service discovery. On va entendre parler de distributed data store, des solutions comme etcd, Consul. On va voir des outils de supervision, Prometheus, Grafana, pour pouvoir aller sur le 4e pilier du DevOps sur la partie métrique. On va avoir des outils de configuration ou de gestion de la configuration, d'automation, pour faire de l'infrastructure as code, pour faire du déploiement, Chef, Ansible, OpenTofu. Et puis on va découvrir une notion, peut-être vous connaissez, peut-être pas, la notion de point d'entrée, qui va permettre un petit peu de montrer qu'un cluster aura besoin d'un point d'entrée pour regrouper tous ses endpoints et pour pouvoir gérer correctement le routage vers les services et vers les composants. Cette timeline, j'en parle déjà dans une version simplifiée, pardon, elle n'est pas simplifiée, sur ma vidéo sur les enjeux du cloud. L'objectif, c'est de montrer ici que le cloud, le premier acquis du cloud, c'est la virtualisation, et que la virtualisation, c'est avant tout effectivement des solutions comme VMware. Alors en open source, il y a des choses, mais VMware a vraiment écrasé le marché, c'est pour ça que je ne parle pas de solutions open source. Il y avait Xen, il y avait déjà pas mal de choses, mais à l'époque, clairement, il y a eu une prévalence de VMware, et dans les entreprises, c'est extrêmement démocratisé. Et on a vu effectivement aussi arriver les premières initiatives d'infrastructure as a service en cloud public avec Amazon, hein. Pareil, hein, je vous laisse aller regarder la vidéo sur les enjeux du cloud. On va plus parler de la containerisation. Et cette containerisation, elle est arrivée sur FreeBSD avec l'API Jail qui permettait de faire de l'isolation de processus, de la virtualisation, de la virtualisation des interfaces réseau, et puis de la virtualisation des plans de nommage utilisateurs, et avec la capacité à se shrouter sur le système de fichiers, ça permettait de faire un embryon de container. Cette bonne idée, elle a été reprise par le noyau Linux, et elle a été reprise dans une évolution progressive du noyau Linux. On la détaillera sur la partie containerisation dans une initiative qui s'est appelée Linux Containerization, LXC, à partir de 2008, qui va servir d'embryon, qui sert de base et encore actuellement à la containerisation. La containerisation, d'un point de vue technologique, ça sera LXC. Et après, derrière, il y a une société, Docker Incorporated, qui a travaillé à en fournir une version plus user-friendly. Pendant ce temps-là, on a vu l'arrivée des services cloud publics, on a vu l'arrivée du platform as a service avec OpenShift, avec Cloud Foundry. Et puis Docker a évolué. Docker a évolué parce qu'il a été
il y a eu de l'émulation avec ce que faisait l'Apache Foundation avec Mesos. Ça percera pas, mais disons que ça a secoué la machine pour que Docker commence à travailler sur la partie composition de containers, puis après sur la partie orchestration de containers. Pendant ce temps-là, il y a la société Suzy qui a sorti Rancher, qui lui, là aussi a fait beaucoup évoluer le sujet, qui va après plus tard s'appuyer sur Kubernetes. Et puis, effectivement, Kubernetes arrive sur le marché. C'est un game changer complet. Et puis, du coup, il va un petit peu faire le ménage sur les initiatives. Mesos va s'arrêter, Rocket va s'arrêter. Ça va pas durer très longtemps. Et clairement, il va devenir le standard de l'orchestration. Et là où ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière Kubernetes, c'est Google. Et là où Google a été intelligent, c'est qu'ils ont rendu ce code, enfin, ils ont donné ce code à la Cloud Native Computing Foundation, qui est une fondation qui est issue de la Linux Foundation. J'en parle dans une vidéo sur l'open source et le libre, où je parle des fondations. Et puis, ça a provoqué la création de standards. Ces standards, par exemple l'Open Container Initiative, ont permis la capacité de pouvoir avoir des implémentations différentes et de s'assurer que ces implémentations étaient interopérationnelles. Et donc, les couches d'orchestration on peut choisir la solution de containerisation, de runtime de containerisation qu'on veut. Alors pas avec Docker Swarm, parce que lui, il impose Docker, mais par contre avec Kubernetes, on peut choisir à la fois Docker, à la fois Containerd, on verra exactement ce que c'est, mais on peut choisir d'autres solutions avec des partis pris différents qui ont été fabriqués après coup, Podman. Et on va voir que pour obtenir le même résultat que Docker, il faudra Podman, Builda plus Copeo. Je rentrerai plus dans le détail. Mais on va regarder des grands événements. On voit qu'effectivement, Microsoft, dès le début, s'est rapproché de Docker parce qu'ils se sont dit ce qui vient de se passer sur le noyau Linux, c'est super bien et sur Windows, on n'a pas la réciproque. Donc, ils ont fait un partenariat avec Docker et ils leur ont demandé de travailler sur l'équivalent en termes de containerisation côté Windows. Red Hat a réagi, ils ont essayé de monter un partenariat avec Docker qui finalement n'a pas conclu parce que Microsoft, ils avaient déjà un partenariat sur lequel ils ont mis plus d'arguments sur la table. Et puis derrière, ça a provoqué le fait que Red Hat travaille à sa propre solution de runtime, de containerisation. Et un événement important est arrivé, IBM a racheté Red Hat. Alors, est-ce qu'il y avait déjà des informations sur ce rachat bien avant? On peut se poser la question. Je suis pas devin et j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, quelque part, on a vu que du coup, on reviendra sur ce sujet. IBM cherchait à se positionner sur la partie runtime et sur la partie euh, software centrique. Je le détaille beaucoup plus sur la vidéo que je fais que d'évoquer. Alors, ce slide aussi, il est présent dans une autre vidéo sur les forces en présence. Donc, je vais passer assez vite dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la containerisation, les legacy on se sont taillé la part du lion. C'est bien né sur FreeBSD, ça a bien été maturé sur Linux avec LXC, mais clairement, on a compris que Microsoft avait fait un takeover sur Docker et que IBM avait donc cherché sa propre émancipation et clairement ils ont fait des efforts importants pour se réapproprier la partie software centrique parce qu'à la base IBM c'est quand même un hardware centrique et du coup le rachat de Red Hat permettait de se consolider. Ils avaient déjà fait des coups d'éclat en investissant énormément d'argent sur Linux. Maintenant, quand on voit que Linux en lui-même, pour héberger du service, pour créer des serveurs, n'est plus suffisant, que le compute se décale sur la couche containerisation, puis même sur la couche orchestration de containers, il était nécessaire de pouvoir conserver un pied dans l'édifice. Le rachat d'IBM leur offre ce pied dans l'édifice. Sur la partie orchestration pardon, euh, Google a cassé le game. Ils ont quasiment détruit toute autre initiative d'orchestration et Kubernetes s'est démocratisé partout. À un tel point que toutes les initiatives parallèles, CoreOS qui est devenu Red Hat CoreOS, qui à la base servait
de socle pour poser OpenShift. Non, maintenant OpenShift ça tourne sur un Kubernetes, ça pilote un Kubernetes, c'est une surcouche à Kubernetes. Cloud Foundry, la dernière version avec Coreify, c'est une surcouche au-dessus de Kubernetes. Et les services de cloud, j'en ai mis que deux, il y en a beaucoup plus sur la vidéo des enjeux du cloud. Clairement, maintenant tout le monde tourne sur l'orchestration fournie par Google. Alors, je vais m'arrêter là et sur la prochaine vidéo, je ferai une vidéo limitée. On va parler ce qu'on appelle les 12 factors, les 12 facteurs. C'est 12 bonnes pratiques auxquelles je rajouterai deux commandements qui permettent de construire correctement une application pour qu'elle y aille sur le cloud. Pourquoi je les introduis dès maintenant? Parce que je ne vais faire que d'en parler. Dans toutes les vidéos, dans tous les sujets que je vais traiter à partir de maintenant, je vais en permanence revenir sur ces 12 factors qui vont me servir de carcan, de cadre précis sur les bonnes pratiques et comprendre pourquoi on a fait tel choix technologique parce qu'ils étaient au regard de ces bonnes pratiques. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.